Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui après une longue pause pour une nouvelle vidéo. Cette pause est par deux raisons. Tout d'abord, nous nous sommes lancés dans un nouveau projet, la traduction du manga The Ravages of Time en français. Il s'agit d'un manga historique qui se déroule aussi en Chine, durant la fin de la dynastie Han et la période des Trois Royaumes, soit près de 300 ans après Kingdom, et donc il n'y a aucun risque de spoil historique. On y suit l'histoire de Sima Yi, chef d'un clan secondaire et marchand, qui souhaite profiter d'une situation de conflit permanent en Chine pour ramasser le plus de pouvoir possible. Alors attention, le premier chapitre est assez cryptique et si vous ne comprenez rien, c'est voulu par l'auteur, donc ne vous arrêtez pas à ça. De façon générale, le début du manga est un peu complexe, mais une fois tout mis en place, vous pourrez profiter du chef-d'œuvre. Si cela vous intéresse, vous pourrez retrouver un chapitre tous les jeudis vers 20h30, soit sur le site theravagesoftime.fr, soit sur Mangadex. Tous les liens sont dans la description. La seconde raison de cette pause est la complexité du sujet traité, qui est vaste et nécessite un temps de réflexion pour ne pas le caricaturer et en prendre en compte tous ses aspects. Donc aujourd'hui, on parle des femmes dans Kingdom. Les personnages féminins sont très minoritaires dans Kingdom, en faisant vraiment les fonds de tiroir avec des personnages même pas recensés dans le fandom, et d'autres personnages dont seuls les fans les plus hardcore seraient capables de sortir le nom, on arrive péniblement à 8% de personnages féminins. Ça reste indéniablement peu à l'échelle du manga. Pour mon analyse, je me suis concentrée sur les personnages qui ont un minimum d'importance dans l'histoire. Alors, mes choix sont assez arbitraires et j'ai par exemple évité de multiplier les membres du clan Q au risque de finir par paraître redondantes. Mais ces femmes s'inscrivent à l'image en fait de la quasi-intégralité des autres femmes présentes dans Kingdom, dans trois catégories distinctes. Les guerrières, les femmes politiques et les épouses dévouées. Alors, pour être parfaitement honnête avec vous, il y a deux personnages féminins importants qui n'entrent dans aucune de ces cases. Il s'agit de Yu et Shika, qui seront donc traités séparément. Donc, nous avons tout d'abord la catégorie la plus importante, celle des femmes guerrières. Leur surreprésentation peut sembler dans un premier temps être logique, puisque Kingdom est un manga militaire. Cependant, la présence de femmes sur le champ de bataille ne va clairement pas de soi, mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Ensuite, nous avons les femmes qui ont un pouvoir, ou au moins des compétences, politiques. Elles sont peu nombreuses et viennent surtout des familles royales. Mais les femmes les plus puissantes du manga sont celles qui se trouvent en fait à l'intersection entre ces deux catégories. Celles qui allient à la fois un grand pouvoir militaire et un grand pouvoir politique, c'est-à-dire Karin et Yotanwa. À l'inverse, la dernière catégorie réunit les femmes qui semblent avoir le moins de pouvoir, celles dont le rôle se résume à être l'épouse ou l'amante d'un personnage plus important qu'elle dans le récit. Il existe une intersection assez forte entre les épouses dévouées et les femmes guerrières. Il s'agit d'un statut assez particulier sur lequel nous reviendrons un peu plus tard afin d'étudier comment ces dynamiques de couple sont traitées. Un autre élément qui apparaît sur ce graphique est une forme de manque de diversité dans les origines sociales des femmes présentes dans Kingdom. À l'exception confirmée de Tubi et supposée de Shiryu et Karin, les personnages féminins se trouvent aux deux extrémités du spectre social de Kingdom. Il y a d'un côté les personnages issus de la noblesse. Elles semblent avoir une place particulière au sein de la société. Pour les filles nobles, elles semblent pouvoir bénéficier d'une bonne éducation, à l'image de Nei, élève de Kenpichi, ou de la femme de Rishi, qui a été sa camarade de classe. Cependant, aucune d'elles n'a de réelle fonction gouvernementale au sein du royaume. Ce qui semble apporter le plus de pouvoir aux femmes est donc leur concubinage. C'est par exemple le cas de Rui, qui, par son statut à la fois de princesse du Nord, mais surtout de veuve du frère du roi, parvient à diriger sa propre faction. Ce qui semble apporter vraiment le plus de pouvoir pour une femme est de donner naissance à l'enfant du roi, au premier fils du roi même, ce qui permet d'accéder au statut de reine, et ce qui semble être le seul moyen pour une femme de connaître une réelle ascension sociale. C'est pour cela que la vie au sein du harem est réellement représentée comme un champ de bataille féminin, dont le but est de pouvoir s'élever socialement. L'autre partie des personnages féminins de Kingdom semble venir des marges, que cela soit des marges sociales ou géographiques. On y retrouve donc autant des membres de peuples des montagnes, des clans secrets, des enfants abandonnés, des bandits. Ainsi, ces personnages ne s'inscrivent pas dans la norme de la société dépeinte, ce qui leur donne souvent un parcours original et singulier. Cela justifie donc narrativement l'importance de développer ces personnages féminins, car il est nécessaire d'expliquer comment est-ce qu'elles se sont retrouvées à être là où elles en sont. Leurs flashbacks sont donc particulièrement nombreux, et on peut même citer Kyukai, Kyurei et la Reine-Mère, qui ont un arc entièrement consacré à leur développement.
On peut aussi ajouter que Kane a un one-shot qui est consacré à sa rencontre avec Riboku et qui est très bon et que je vous conseille. On arrive donc à cette situation. En bleu, les personnages pour lesquels on a juste un petit flashback. En vert, des personnages pour lesquels on a un réel développement de leur passé. Et en rouge, celles qui ont un arc entier qui leur est consacré. Et comme vous pouvez le voir, quasi tous les personnages féminins sont concernés. Alors certes, il y a un biais, car les personnages sélectionnés ont de base une certaine importance dans l'histoire. Cependant, si on compare leur background à ceux des personnages masculins, on peut s'apercevoir que c'est vraiment singulier. Cette situation contribue à donner une place importante aux femmes dans la narration. Leur présence ne va pas de soi, donc leurs personnages nécessitent un développement narratif important et souvent tragique, surtout pour les femmes présentes sur le champ de bataille. Celles-ci sont très minoritaires et leur présence, paradoxalement, se limite au sommet de la hiérarchie. En effet, à l'exception de Kyukai qu'on voit à ses débuts, on ne voit jamais de femmes fantassins, par exemple. Ainsi, leur légitimité tient surtout de leur grade, car, comme cela a été souligné lors de la capture de Karyotsen, elles sont considérées comme étant plus en danger sur les champs de bataille. De plus, les femmes militaires dépendent souvent d'un homme qui approuve leur intégration à l'armée et quelque part les couvre. C'est par exemple le cas de l'empereur Sho, de Kanki, d'Usen ou encore de Shin. La seule exception notable est Yotanwa, qui doit sa légitimité au fait qu'elle ait réussi à unifier les tribus des montagnes, mais il y a aussi le cas de Karine, dont on ne connaît pas encore assez d'éléments sur sa vie pour expliquer comment est-ce qu'elle est arrivée là. Le fait que les personnages féminins soient développés de façon plus approfondie que leurs homologues masculins m'amène à une question. Est-ce que les personnages féminins sont écrits différemment ? À première vue, la réponse devrait être négative. En effet, au début du manga, Kyukai et Karyotsen parviennent à se faire passer pour des hommes sans aucun problème notable. Cependant, je pense qu'il existe quand même de légères différences dans la façon dont Hara traite les personnages féminins. On peut par exemple citer la place qu'occupent les émotions. Lorsque l'on voit des personnages pleurant ou débordant de colère, ce sont le plus souvent des femmes. À l'exception de certains hommes, mais qui sont considérés comme faibles ou comme étant des running gags, à l'image de BA. Il y a également la question du clan Shiyu, où, comme nous l'avons expliqué lors de notre précédente vidéo, la place des émotions est très importante. Il y a une réelle volonté de briser psychologiquement la future Shiyu pour qu'elle devienne une arme uniquement guidée par son goût du sang. C'est ainsi qu'est représenté Kyurei lors de son introduction par exemple. Et même Kyukai, bien qu'elle n'ait pas participé au rituel, passe du temps à analyser ses émotions, les mettre au clair et tenter de les écraser par la raison. C'est un mode de fonctionnement qui est assez bien montré lors de sa déclaration à Shin. En effet, analyser la façon dont les couples sont traités dans Kingdom est un bon moyen de voir comment est-ce que les personnages féminins peuvent se distinguer des personnages masculins. Donc, il y a actuellement plus ou moins une dizaine de couples présents dans le manga. Pour citer des exemples des plus importants, on peut penser à Uki et Kyu, Kyukai et Shin, Kyurei et Ku, Sei et Ku, ou encore Riboku et Kane. Toutes ces histoires sont très différentes. Certaines ont été entièrement développées et d'autres sont en cours. En même temps, si j'attendais le mariage Shin-Kyukai pour sortir une vidéo, elle arriverait jamais. Mais on peut remarquer que globalement, ce sont les personnages féminins qui font avancer la relation. Kyukai, sous l'influence de Kyurei, est par exemple la première à faire sa déclaration à Shin. C'est Kyu qui met en place le défi pour se marier avec Uki. Ku, accidentellement, pousse Shin à lui déclarer indirectement ses sentiments. Et Kain est la première à avoir un geste affectif vers Riboku. Souvent, il peut y avoir l'impression que si la femme n'avait pas exprimé de sentiments, la relation n'aurait jamais avancé, au point où Shin semble presque surpris par la déclaration de Kyukai. Là encore, les sentiments sont du côté des femmes. Cependant, on peut remarquer que les deux femmes avec le plus de pouvoir sont celles qui expriment le moins leurs sentiments et à qui on ne connaît aucune relation amoureuse. Et je pense que ce n'est pas anecdotique. Cela les rapproche de leurs homologues masculins dans une image assez fantasmée de femme fatale. Le second point que je trouve pertinent d'évoquer est le fait que beaucoup de personnages féminins souffrent d'une forme de disparition progressive dans le scénario. On peut remarquer que par exemple dans les couples formés par des militaires, l'homme est quasiment systématiquement le plus gradé. Bon, à l'exception du couple le plus mignon du manga, c'est-à-dire Kyurei et Ku, où Kyurei est supérieur à Ku. De façon générale, la plupart des femmes sont le plus souvent des soutiens pour les personnages masculins, que ce soit dans le cadre d'une relation amoureuse ou pas. L'exemple le plus probant est la dynamique de la Ishin.
Kyukai est la seconde de Shin, alors qu'il est probable que si elle avait évolué en dehors de cette unité, elle aurait déjà été générale. Quant à Karyoten, sa position de stratège devient de plus en plus anecdotique, et son rôle au sein de l'unité se résume actuellement plus à la logistique et à la cuisine qu'à un rôle réellement militaire. D'ailleurs, ce rôle de logistique, de cuisine, est quelque chose qui relève d'un travail de prendre soin, très souvent associé aux personnages féminins. Ce sentiment de disparition et d'absence de développement peut aussi venir d'une forme d'isolement social. Les personnages féminins ne semblent agir presque qu'avec Shin et Kyurai à son arrivée, mais cela limite grandement la capacité de développement du personnage. Surtout pour Kyurai, puisque sa relation avec Shin n'évolue pas, donc elle se retrouve un peu seule dans une bulle. Cette tendance à faire des personnages féminins des suiveuses, en plus d'être émotives, semble cristalliser beaucoup de frustration au sein de la communauté, comme le montre la haine contre Kane dans la communauté francophone ou Karyoten dans celle anglophone. Mais à l'inverse, les personnages féminins qui sont représentés comme belles, indépendantes, fortes et impassibles, comme Yotanwa ou Karine, sont beaucoup plus appréciés. On peut néanmoins souligner que des personnages comme Ku, bien que excessivement émotive et suivant aveuglément Sei, ne semblent pas cristalliser autant de haine, peut-être parce qu'elle s'inscrit dans une vision plus traditionnelle d'une femme au foyer avec enfants. Cependant, il ne faut pas résumer les femmes de Kingdom à deux catégories distinctes, comme c'est un peu le cas dans Naruto où il existe deux archétypes, la femme colérique, incarnée par Sakura, et la femme douce, comme Hinata. À l'inverse, Kingdom présente une galerie de personnages féminins ayant un caractère bien distinct. La fidèle Kyukai, la maternelle Shika, la puissante Yotanwa, ou encore l'insolente Kyurai. Cette volonté d'individualisation va jusqu'à donner des petits détails dans les caractères de chacune, comme par exemple la gourmandise de Kyukai. Il est indéniable que Hara a beaucoup travaillé la construction des personnages féminins. Dans une interview de 2016, il évoque des différentes sources d'inspiration, comme les films de Miyazaki, le manga Arion de Yasuhiko, ou encore Dororo de Tezuka. Bon, on pourrait quand même souligner que ce sont uniquement des artistes masculins qui sont cités. Mais déjà, juste le fait d'avoir fait un casting principal paritaire, avec deux filles, deux garçons, est plus une exception que la norme en 2005. Cependant, il est possible de critiquer quelques choix dans la construction et la représentation des personnages féminins. Tout d'abord, comme évoqué précédemment, leur tendance à être émotive et d'une fidélité sans faille à un homme, même quand celui-ci constitue un plafond de verre pour elles. D'un point de vue graphique, on peut souligner tout d'abord qu'il y a peu d'originalité dans leur chara-design. Toutes les femmes ont globalement le même corps, il n'y a que leur taille de poitrine qui change. On peut souligner aussi l'hypersexualisation abusive de certains personnages comme Kokuyu ou Kitari. Cela rend d'ailleurs la mort de Kokuyu un peu ironique quand on voit qu'elle meurt d'une lance dans le ventre n'étant pas protégé puisqu'elle avait une armure soutien-gorge. Peu efficace. Mais on peut également citer un ensemble de blagues, de contextes, même de plans qui sont éminemment ou sexualisants ou juste profondément malaisants. En conclusion, les femmes dans Kingdom relèvent d'une exception dans un monde profondément masculin, ce qui est cohérent avec l'époque dépeinte. Même si Hara a déclaré en interview qu'on ne pouvait pas être sûr à 100% que la Kyukai historique était un homme, il est indéniable que dans l'imaginaire collectif, il l'était. C'est pour cela que les personnages féminins du manga sont proportionnellement bien plus développés et écrits avec une certaine profondeur. Cela n'empêche cependant pas Hara de tomber dans certains écueils, comme le fait de représenter une société dans laquelle les femmes sont clairement en situation d'infériorité, mais dans lesquelles les seules stratégies pour s'en sortir semblent être des stratégies strictement individuelles, comme le souligne Kane dans cette phrase assez révélatrice sur la position des femmes dans l'univers global de Kingdom. Enfin, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans m'attirer des problèmes, c'est-à-dire évoquer rapidement la question de la communauté autour de Kingdom, qui, elle, est majoritairement masculine, et ne compte que alors, pas forcément peu de lectrices, mais peu de membres actifs, notamment sur la création en ligne, sur les forums, sur Twitter, etc. Pourtant, le manga avait un bon potentiel pour avoir un public mixte, à l'image de Fullmetal Alchemist par exemple. Sauf que pour X raisons, dont je ne saurais vraiment donner l'origine, le noyau dur de la communauté a toujours été très masculin, ce qui donne parfois une ambiance un peu de boys club.
notamment dans certains espaces de discussion où des personnes se permettent des propos qui ne devraient pas être tolérés. Cela donne par moments une ambiance un peu hostile à l'égard des les potentielles lectrices qui voudraient partager et discuter de Kingdom avec le reste de la communauté. Cependant, il ne faut pas faire d'amalgame et il est indéniable que beaucoup de lecteurs tentent de créer la communauté la plus saine possible dans laquelle tout le monde peut être intégré. Donc voilà, cette vidéo sur les femmes dans Kingdom touche à sa fin. Donc si vous êtes arrivé au bout, j'espère que ça vous a plu. Donc vous pouvez liker, vous abonner et surtout aller découvrir les chapitres de Roth dont les liens sont dans la description.